Je m'appelle Candy, et j'ai eu 32 ans le mois dernier. Il y a 2 ans, assise à la table de la salle à manger de mes parents, je les ai regardés donner à mon frère, Jacques, un chèque de 230 000 $ pour sa nouvelle maison. Le soir même, j'ai surpris une conversation où mon père disait à ma mère, au moins, un de nos enfants n'est pas un échec. Je suis parti, j'ai supprimé leur contact et j'ai arrêté d'appeler. 2 années de silence se sont écoulées, jusqu'à la semaine dernière, lorsque mon frère est passé en voiture devant ma nouvelle propriété de 40 acres et a immédiatement appelé notre père en hurlant, « Tu dois voir ce que Candy a construit. Dites-moi d'où vous me regardez, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner avant que je ne révèle comment j'ai secrètement bâti mon succès, pendant que ma famille pensait que je gaspillais mon potentiel. » Ayant grandi à Lake Forest, une banlieue aisée au nord de Chicago, notre famille semblait parfaite de l'extérieur. Notre maison coloniale de 2 étages, avec sa pelouse impeccablement entretenue et son garage pour 3 voitures, représentait tout ce que mes parents valorisaient, le statut, les apparences et la réussite financière. Mon père, Michael Henderson, a bâti sa carrière en tant que banquier d'affaires, travaillant 60 heures par semaine et mesurant sa propre valeur à la taille de ses bonus de fin d'année. Ma mère, Diane, a embrassé son rôle de mondaine par excellence, organisant des galas de charité et des déjeuners au country club, tout en maintenant soigneusement l'image de notre famille dans la communauté. Dès mes plus lointains souvenirs, la différence dans la façon dont mes parents traitaient mon frère Jacques et moi était subtile, mais indéniable. Jacques, de 3 ans mon aîné, était leur enfant prodige, le fils qui perpétuerait le nom de la famille et suivrait les traces financièrement réussies de notre père. Quand Jacques a montré de l'intérêt pour le baseball à l'âge de 8 ans, mon père a immédiatement engagé un entraîneur privé et a construit une cage de frappe dans notre jardin. Quand j'ai développé une passion pour les plantes et commencé un petit potager au même âge, ma mère s'est plainte de la terre que je ramenais dans la maison, et mon père a qualifié cela de jeu dans la boue. Jacques a un vrai talent, disait mon père après ses matchs, exposant fièrement ses trophées sur la cheminée. Mes rubans de foire scientifique et mes certificats pour des projets environnementaux restaient dans des tiroirs, sortis uniquement lorsque je demandais spécifiquement pourquoi ils n'étaient pas exposés. Au collège, le schéma était fermement établi. Quand Jacques figurait au tableau d'honneur, nos parents l'emmenaient à un match des Chicago Bulls, avec des places au bord du terrain. Quand j'obtenais le même succès scolaire, il hochait simplement la tête et disait « C'est ce que nous attendons ». Le message devenait de plus en plus clair, la réussite scolaire était l'attente de base, mais seuls certains types de succès comptaient vraiment dans notre famille. Noël et les anniversaires soulignaient davantage cette disparité. Pour son 16e anniversaire, Jacques a reçu une voiture de sport flambant neuve, avec un grand ruban rouge dans l'allée. Pour mes 16 ans, j'ai eu une berline d'occasion car, comme mon père l'expliquait, tu as juste besoin de quelque chose de pratique pour te déplacer. Il ne s'agissait pas de la valeur monétaire, bien que cette différence fût significative. Il s'agissait de la pensée, de l'enthousiasme et de la célébration qui accompagnaient les cadeaux de Jacques, par opposition à la nature pratique, presque obligatoire, des miens. Ma grand-mère, Eleanor, était l'exception dans notre famille. La mère de mon père avait grandi dans une petite ferme du sud de l'Illinois avant d'épouser mon grand-père et de déménager en banlieue. Elle comprenait ma fascination pour la culture des plantes et nourrissait mon intérêt pour les sciences de l'environnement. Tout le monde ne mesure pas le succès avec un $5, me disait-elle lors de nos visites le week-end dans sa petite maison au magnifique jardin. Certains d'entre nous le mesurent à la quantité de biens que nous remettons dans la terre. Sous sa direction, j'ai appris le compagnonnage des plantes, le compostage et les pratiques de culture durable. Alors que mes parents voyaient ces intérêts comme étranges et peu pratiques, grand-mère Eleanor les reconnaissait comme une véritable vocation. Elle m'offrait des graines rares, des outils de jardinage spécialisés et des livres sur les pratiques agricoles innovantes que je dévorais pendant les vacances d'été. « Tu as un don, Candy, disait-elle, ses mains usées par le temps guidant les miennes alors que nous transplantions des semis. Le monde a besoin de gens qui comprennent que nous ne pouvons pas continuer à prendre à la terre sans lui rendre en retour. » Pendant ma première année de lycée, j'ai développé un système de jardinage vertical pour mon projet de science qui a remporté une reconnaissance régionale. Les nouvelles locales ont couvert l'histoire, et un petit magazine sur l'agriculture durable m'a interviewé sur le design. Mes parents ont assisté à la cérémonie de remise des prix par obligation, mais semblaient mal à l'aise lorsque d'autres parents les félicitaient. « C'est juste un projet scolaire », a dit mon père d'un ton dédaigneux à un collègue qui avait mentionné m'avoir vu dans le journal. « C'est Jacques qui postule à Wharton l'année prochaine. Ça, c'est quelque chose avec un réel potentiel. » L'été avant ma terminale, on a diagnostiqué un cancer agressif à grand-mère Eleanor. J'ai passé chaque instant possible avec elle,
faisant souvent mes devoirs dans sa chambre d'hôpital et lui parlant de mes projets d'étudier les sciences de l'environnement à l'université. « Promets-moi que tu suivras ton cœur », dit-elle lors d'un de ses derniers jours lucides, sa voix autrefois forte à peine plus qu'un murmure. Ton père s'est égaré en courant après l'argent. Ne fais pas la même erreur. Elle est décédée 3 semaines avant la remise des diplômes, me laissant sans mon unique allié dans la famille. Aux funérailles, j'ai entendu mon père dire à des parents que je traversais une phase avec ces histoires d'environnement et que je finirais par me tourner vers quelque chose de pratique. Ce soir-là, seul dans ma chambre, entouré de brochures universitaires pour des programmes en sciences de l'environnement, j'ai fait la promesse silencieuse à ma grand-mère de rester fidèle à ma passion, même sans son soutien. Lorsque les lettres d'acceptation des universités sont arrivées, les différentes normes de la famille sont devenues encore plus apparentes. Jacques avait été accepté au prestigieux programme de commerce de Northwestern, et nos parents ont organisé une fête somptueuse pour célébrer, invitant famille, amis et partenaires commerciaux à porter un toast à son brillant avenir. Mon acceptation à l'université de l'Illinois en sciences de l'environnement a été accueillie par un bref c'est bien, ma chérie au petit déjeuner. Quand j'ai mentionné l'excellente réputation du programme et mon enthousiasme pour leur recherche en agriculture durable, mon père a levé les yeux de son journal. Les sciences de l'environnement ? Que fait-on exactement avec ce diplôme ? On sauve la forêt amazonienne, demanda-t-il avec un petit rire qui montrait clairement qu'il n'attendait pas de réponse sérieuse. En fait, il y a des opportunités croissantes dans l'agriculture durable, le conseil en développement durable pour les entreprises et la politique environnementale, expliquai-je, ayant fait des recherches approfondies sur les parcours professionnels. Le domaine est en expansion, car les entreprises reconnaissent la valeur commerciale des pratiques durables. Mon père a échangé un regard avec ma mère. Si les entreprises sont impliquées, peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi, dit-il en retournant à son journal. La disparité financière dans nos expériences universitaires était tout aussi révélatrice. Mes parents ont payé l'intégralité des frais de scolarité de Jacques, lui ont acheté un nouvel appartement près du campus et lui ont fourni une généreuse allocation mensuelle. Pour moi, ils ont couvert les frais de scolarité et les coûts de base du dortoir, mais ont clairement indiqué que les extras seraient ma responsabilité. Considère cela comme une expérience d'apprentissage, m'a expliqué ma mère lorsque j'ai posé des questions sur la différence. Jacques poursuit un parcours professionnel sérieux qui nécessitera du réseautage et des relations. Tes intérêts relèvent plus d'un choix personnel. J'ai trouvé un travail au bureau de la durabilité du campus, à raison de 20 heures par semaine, jonglant entre l'emploi et des études à temps plein. Pendant que Jacques publiait des mises à jour sur les réseaux sociaux depuis les soirées de fraternité et les événements de réseautage avec des leaders de l'industrie financière, je partageais mon temps entre les cours, le travail et les parcelles agricoles expérimentales de l'université. Malgré la charge de travail supplémentaire, j'ai excellé sur le plan académique. Ma compréhension des systèmes de culture durable a attiré l'attention du professeur Diana Williams, la chercheuse principale du département en agriculture urbaine. Votre conception de culture verticale montre une réelle innovation, m'a-t-elle dit après avoir examiné mon projet de première année. Avez-vous envisagé comment cela pourrait être adapté à grande échelle pour les déserts alimentaires urbains ? Sous son mentorat, j'ai développé mon projet de lycée en un système complet qui maximisait l'espace de culture tout en minimisant la consommation d'eau. En 3e année, ma conception était mise en œuvre dans un programme pilote dans un jardin communautaire près du campus. Bien que le projet ait reçu une subvention d'innovation universitaire de 15 000 $, mon enthousiasme a été tempéré par la réaction de ma famille lorsque j'ai partagé la nouvelle lors d'une visite à la maison le week-end. C'est super, ma chérie, a dit ma mère distraitement, puis s'est immédiatement tournée vers Jacques. As-tu parlé à Candy de ton offre de stage d'été chez Goldman Sachs ? Le reste du dîner a été consacré aux perspectives de carrière de Jacques, aux relations qu'il établissait et au salaire de départ qu'il pouvait espérer après l'obtention de son diplôme. Mon projet financé par une subvention, qui pourrait aider à lutter contre l'insécurité alimentaire, ne valait pas plus qu'une reconnaissance passagère. À l'approche de la remise des diplômes, la divergence de nos chemins est devenue encore plus prononcée. Jacques a terminé ses études de commerce et, grâce aux relations de notre père, a obtenu un poste dans une prestigieuse société financière de Chicago, avec un salaire de départ qui faisait rayonner ma mère de fierté lorsqu'elle en parlait à ses amis. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en sciences de l'environnement, avec une spécialisation en systèmes agricoles durables et une mineure en développement durable des entreprises. Le marché du travail dans mon domaine était plus difficile, en particulier pour les postes qui correspondaient à mes intérêts spécifiques. Après plusieurs mois de recherche, j'ai accepté un stage non rémunéré chez Urban Harvest,
une organisation à but non lucratif axée sur le développement de jardins communautaires dans les quartiers défavorisés de Chicago. Un stage non rémunéré? À ton âge. La déception de mon père était palpable lorsque j'ai partagé la nouvelle au dîner. Jacques gagnait un salaire à 6 chiffres à 23 ans. Cela me donne une expérience pratique dans le domaine exact où je veux travailler, expliquai-je. Ils mettent en œuvre des systèmes de culture innovants en milieu urbain. C'est un travail de pointe. Du jardinage de pointe, marmonna mon père. Est-ce vraiment le retour que nous obtenons pour 4 ans de frais de scolarité universitaire? Ma mère posa sa main sur mon bras. Ma chérie, as-tu envisagé de faire un MBA? Avec ton diplôme de premier cycle et quelques qualifications en commerce, tu pourrais trouver des opportunités avec une meilleure rémunération. La suggestion était claire, abandonner ma passion pour quelque chose de plus lucratif. J'ai refusé aussi poliment que possible, expliquant que j'étais engagé dans ma voie actuelle. La conversation s'est ensuite tournée vers la récente prime de Jacques et ses projets de commencer à chercher un appartement dans un quartier chic de Chicago. Plutôt que de continuer à vivre à la maison sous le poids de leur déception, j'ai trouvé un minuscule studio dans un quartier moins cher de la ville. Le trajet jusqu'à mon stage était long, et le quartier n'était pas génial, mais l'espace était à moi, libre des comparaisons constantes et des suggestions à peine voilées de reconsidérer mes choix. Tu te compliques la vie, m'a dit ma mère quand j'ai déménagé. Nous ne voulons que ton bien. Je sais, maman, ai-je répondu, comprenant qu'à leur manière, ils voulaient que je sois heureuse. Mais nous ne sommes pas d'accord sur ce à quoi ressemble le bien. 3 ans après l'obtention de mon diplôme, j'étais passé de stagiaire non rémunéré à chef de projet chez Urban Harvest. Mon salaire était modeste pour Chicago, nécessitant une budgétisation minutieuse et une résidence continue dans mon petit studio, mais je trouvais une véritable satisfaction dans mon travail. Sous ma direction, nous avions établi 7 jardins communautaires florissants dans des déserts alimentaires à travers la ville, enseignant aux résidents des pratiques de culture durable tout en fournissant des produits frais dans des zones à accès limité aux épiceries. Mes systèmes de culture verticale innovants avaient été présentés dans un magazine sur le développement durable, et j'avais été invité à prendre la parole lors d'une conférence régionale sur l'agriculture urbaine. Ces réalisations professionnelles m'apportaient une satisfaction personnelle, même si elles restaient largement ignorées par ma famille, qui mesurait toujours le succès en termes de promotion et d'augmentation de salaire. Nos dîners de famille étaient devenus moins fréquents, mais non moins tendus, les questions de mes parents se concentrant inévitablement sur ma situation financière plutôt que sur l'impact de mon travail. Jacques, pendant ce temps, continuait son ascension rapide dans le monde de la finance, chaque promotion et prime étant célébrée par des cadeaux coûteux et des annonces fières à leur cercle social. Le véritable tournant s'est produit lors de ce qui aurait dû être une heureuse occasion familiale. Jacques avait récemment demandé Amanda en mariage, la fille d'un des amis de golf de mon père. Elle venait d'un milieu aisé similaire, travaillait dans le marketing pour une marque de luxe et correspondait parfaitement à la vision de mes parents d'une belle-fille idéale. Ma mère a immédiatement commencé à planifier un dîner de fiançailles somptueux chez eux, le qualifiant des événements sociaux de la saison dans leur cercle. Je suis arrivé tôt pour aider aux préparatifs, sincèrement heureuse pour mon frère malgré nos parcours de vie différents. Jacques et moi avions maintenu une relation cordiale, bien qu'un peu distante, au fil des ans. Bien qu'ils ne comprennent pas mes choix de carrière, ils n'avaient jamais été ouvertement dédaigneux comme nos parents. Merci d'être venu, dit-il en me saluant d'une brève étreinte. Ça compte beaucoup pour Amanda. Elle n'a pas de frères et sœurs, alors elle est excitée à l'idée d'avoir une belle-sœur. La salle à manger était transformée, avec des fleurs fraîches, de la porcelaine fine et des verres en cristal qui n'apparaissaient que pour les occasions les plus spéciales. Ma mère avait engagé un traiteur, et le menu proposait tous les plats préférés de Jacques. À l'arrivée des invités, la maison s'est remplie des amis de mes parents, de la famille d'Amanda et de plusieurs collègues de Jacques. Je ne reconnaissais personne de mes propres cercles sociaux ou professionnels, un autre rappel subtil de la séparation de nos mondes. Le dîner s'est déroulé avec de multiples toasts au couple heureux, des histoires sur les exploits d'enfance de Jacques et des vœux de bienvenue chaleureux à Amanda en tant que nouvelle addition à la famille. Mon père, visiblement ému après plusieurs verres de champagne coûteux, s'est levé pour ce que nous pensions tous être un dernier toast. La famille, c'est tout, a-t-il commencé, la voix pleine de fierté. Rien n'importe plus que de voir ses enfants réussir et construire leur propre vie. Jacques nous a toujours rendus fiers, de ses premiers pas à sa dernière promotion. Il a levé son verre plus haut. Et maintenant, alors qu'il se prépare à fonder sa propre famille, sa mère et moi voulons l'aider à poser les fondations.
Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste. Amanda, Jacques, nous voulons vous offrir quelque chose pour vous aider à commencer votre vie ensemble comme il se doit. Il a tendu l'enveloppe à Jacques, qui l'a ouverte et en a sorti un chèque. Ses yeux se sont légèrement écarquillés avant de le passer à Amanda, dont le maquillage parfait ne pouvait cacher son air de surprise ravie. 230 000 $, a annoncé mon père sous les murmures approbateurs des invités, un acompte pour une maison digne de la famille que vous allez construire ensemble. La table a éclaté en applaudissements pendant que j'étais assise, figée, ma coupe de champagne à mi-chemin de mes lèvres. 230 000 $ plus d'argent que je ne gagnerais en plusieurs années, donné librement, fièrement, publiquement à mon frère, pendant que je luttais pour payer mon loyer chaque mois avec mon salaire de chef de projet. J'ai forcé un sourire et me suis jointe aux applaudissements, retenant les émotions complexes qui montaient en moi. Il ne s'agissait pas de jalousie ou d'envie de choses matérielles. Il s'agissait de la preuve flagrante, indéniable, de la manière dont mes parents valorisaient différemment nos choix de vie. Après le dîner, alors que les invités discutaient en sirotant des digestifs, je me suis éclipsé dans la cuisine pour aider le personnel du traiteur à nettoyer, ayant besoin d'un moment loin de la célébration. Alors que j'empilais les assiettes à dessert, j'ai entendu mes parents entrer dans l'office adjacent, ignorant ma présence de l'autre côté de la cloison. Une soirée parfaite, disait ma mère. Tout le monde a été très impressionné par Jacques et Amanda. Ils forment un si beau couple. Il a tout fait comme il faut, acquiesça mon père, le bruit des glaçons dans son verre de scotch. La bonne école, la bonne carrière, la bonne fille. On ne pourrait pas demander plus. Il y eut une pause, et j'aurais dû signaler ma présence, mais quelque chose m'a retenue silencieuse, sentant que la conversation n'était pas terminée. Au moins, un de nos enfants n'est pas un échec, a poursuivi mon père, sa voix plus basse mais toujours assez claire. Toute cette éducation, et Candy qui joue avec des plantes en vivant d'un salaire à l'autre. Je ne comprends pas où nous nous sommes trompés avec elle. L'assiette dans ma main a failli glisser alors que le mot échec résonnait dans ma tête. Après des années de mépris et de désapprobation, entendre mon père confirmer explicitement ce que j'avais toujours soupçonné était encore un coup de poignard au cœur. Elle est encore jeune, a offert ma mère sans grande conviction. Peut-être qu'elle finira par changer d'avis. J'en doute. Elle est aussi têtue que ma mère l'était. En parlant de ça, je pense toujours que c'était une erreur de la part de maman d'encourager toutes ces bêtises de jardinage, de lui mettre en tête des idées sur le sauvetage du monde au lieu de construire une vraie carrière. J'ai posé l'assiette avec précaution et je suis entré dans l'embrasure de l'office. Mes parents ont sursauté, échangeant des regards coupables qui confirmaient qu'ils n'avaient pas l'intention que j'entende leur évaluation. Candy, a commencé ma mère, son sourire mondain remplaçant rapidement la surprise. Nous venions juste te chercher pour le toast au champagne à la nouvelle maison de Jacques et Amanda. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit doucement, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Vous étiez en train de discuter de mon échec. Ne vous inquiétez pas, je vous ai bien entendu. Mon père s'est redressé, sur la défensive. Tu as mal compris. Nous exprimions simplement notre inquiétude quant à ta situation financière. Non, papa, j'ai parfaitement compris. Vous avez donné 230 000 $ à Jacques ce soir parce qu'il a suivi votre plan de vie approuvé. Pendant ce temps, je suis un échec parce que j'ai choisi un travail qui a du sens pour moi plutôt qu'un plus gros salaire. Ce n'est pas juste, a interjeté ma mère. Jacques a fait des choix pratiques qui lui assurent une sécurité à long terme. Nous sommes juste inquiets pour ton avenir. Mon avenir, c'est de construire des systèmes alimentaires durables pour les communautés qui en ont besoin. Je suis désolé que ce ne soit pas assez impressionnant pour vous. Mon père a posé son verre, son expression se durcissant. Cet idéalisme enfantin a assez duré, Candy. Tu as une bonne éducation qui pourrait être appliquée à quelque chose de valable. Au lieu de ça, tu gaspilles ton potentiel dans des projets de jardinage glorifiés qui ne t'apporteront jamais de réelle sécurité. Des années de blessures et de colère refoulées ont finalement éclaté. Valable ? Mon travail aide les gens dans les déserts alimentaires à accéder à des produits frais. Nous enseignons des pratiques de durabilité qui compteront pour des générations. Ce n'est pas parce que ça ne vient pas avec un bureau d'anglais des stock options que ça n'a pas de valeur. Personne ne dit que tes petits jardins ne sont pas gentils, a dit ma mère sur le ton conciliant qu'elle utilisait pour apaiser les situations inconfortables. Nous voulons juste plus pour toi que de lutter pour payer ton loyer en faisant du bénévolat. Ce n'est pas du bénévolat, maman. C'est ma carrière, ma passion, et ça fait une réelle différence.
Une réelle différence sur ton compte en banque ferait une plus grande différence dans ta vie, a rétorqué mon père. Jacques l'a compris dès le début. C'est pourquoi nous pouvons l'aider avec une maison maintenant parce qu'il a fait preuve de responsabilité. Alors c'est ça? Les cadeaux financiers ne sont que pour les enfants qui suivent vos parcours professionnels approuvés. La patience de mon père s'est visiblement érodée. Pourquoi investirions-nous dans ton avenir alors que tu as choisi d'être un échec? Le mot est resté en suspens entre nous, confirmant tout ce que je venais d'entendre. Les yeux de ma mère se sont légèrement écarquillés à la franchise de mon père, mais elle n'a rien dit pour le contredire. Je vois, ai-je dit, un calme étrange remplaçant la blessure alors que tout se cristallisait. Merci d'avoir rendu votre position si claire. Je suis passé devant eux, je suis retourné dans la salle à manger, j'ai pris mon sac et ma veste, et j'ai tranquillement dit au revoir à Jacques et Amanda, en les félicitant une fois de plus. Aucun de mes parents ne m'a suivi ni n'a tenté de s'expliquer ou de s'excuser alors que je quittais leur maison. En rentrant chez moi sous des trompes d'eau qui correspondaient à mon humeur, j'ai pris une décision qui couvait depuis des années. Tant que mes parents ne pourraient pas respecter mes choix et voir la valeur de mon travail au-delà de son potentiel de revenus, j'arrêterai de chercher leur approbation ou de me soumettre à leur jugement. Dans mon appartement cette nuit-là, j'ai supprimé leurs coordonnées de mon téléphone, je les ai retirés de mes amis sur les réseaux sociaux et j'ai bloqué leurs numéros. La finalité de ces actions m'a apporté à la fois de la douleur et un sentiment inattendu de libération. Pour la première fois depuis l'enfance, je ne mesurerai plus ma valeur à travers leurs yeux déçus. Les premières semaines après avoir coupé les ponts avec mes parents furent à la fois libératrices et terrifiantes. Sans le poids constant de leur désapprobation, je me sentais plus légère, mais l'absence de famille, même une famille qui ne me comprenait pas, laissait un vide indéniable. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail chez Urban Harvest, canalisant mon énergie émotionnelle dans l'expansion de notre programme de jardin communautaire et le perfectionnement de mes systèmes de culture verticale. L'installation hydroponique que j'avais développée en tant que projet de premier cycle avait considérablement évolué après des années de tests et d'itérations. Ma dernière conception réduisait la consommation d'eau de 60% par rapport au système traditionnel, tout en augmentant le rendement dans des espaces limités. Chez Urban Harvest, nous avions mis en œuvre ces systèmes dans 3 jardins communautaires, mais je savais que les applications potentielles étaient bien plus vastes. Lors d'une journée de récolte particulièrement réussie sur notre nouveau site de jardin, j'ai rencontré le professeur Williams, mon mentor de premier cycle, qui faisait du bénévolat avec un groupe de ses étudiants actuels. Candy, ce système est remarquable, dit-elle en examinant les tours verticales débordant de légumes-feuilles. Vous avez résolu les problèmes de circulation de l'eau dont nous avions discuté il y a des années. Nous avons passé l'après-midi à rattraper le temps perdu, et j'ai partagé mes idées pour étendre le système à des applications commerciales. La technologie pourrait transformer la production alimentaire urbaine, mais les budgets des organisations à but non lucratif sont trop limités pour la développer à grande échelle, expliquai-je. Le professeur Williams a écouté attentivement, puis a dit, vous devriez rencontrer Marcus Chen. Il dirige un fonds d'investissement en technologie agricole axé sur la durabilité. C'est exactement le genre d'innovation qu'il recherche. Cette introduction a tout changé. Marcus a visité l'un de nos jardins communautaires la semaine suivante, posant des questions détaillées sur l'efficacité de l'eau, l'apport en nutriments et l'évolutivité. 2 semaines plus tard, il m'a invité à présenter un plan d'affaires formel à son équipe d'investissement. Votre technologie a un potentiel commercial bien au-delà des jardins communautaires, a-t-il expliqué. Avec un financement adéquat, vous pourriez développer des systèmes pour les restaurants, les chaînes d'épicerie, et même des applications résidentielles. La perspective d'étendre mon travail au-delà d'Urban Harvest était à la fois excitante et intimidante. Je ne m'étais jamais vu comme une entrepreneur, mais la possibilité d'amplifier mon impact était trop irrésistible pour l'ignorer. Au cours du mois suivant, j'ai travaillé nuit et week-end à l'élaboration d'un plan d'affaires complet pour ce qui allait devenir Vertical Bloom, une entreprise spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de culture économes en espace pour les environnements urbains. Le fonds de Marcus a offert un investissement initial de $75 000 en échange de 20% des capitaux propres, assez pour obtenir un petit espace d'atelier et embaucher un ingénieur à temps partiel pour aider à affiner la technologie. J'ai pris un congé sabbatique d'Urban Harvest, promettant de continuer à soutenir leur jardin tout en poursuivant cette nouvelle aventure. Les débuts de l'entrepreneuriat furent épuisants. Je travaillais 80 heures par semaine, partageant mon temps entre le développement technique, les opérations commerciales et des tentatives désespérées pour décrocher nos premiers clients commerciaux. Pendant les 3 premiers mois, je ne me suis rien versé, continuant à vivre dans mon minuscule studio et étirant mes économies jusqu'à la rupture.
Il y a eu des moments de doute paralysants, généralement à 3 heures du matin, où je me réveillais en me demandant si mon père n'avait pas eu raison depuis le début. Poursuivais-je bêtement un rêve idéaliste pendant que mon frère construisait une vraie carrière? Ces doutes étaient particulièrement vifs pendant les vacances, lorsque l'absence de famille, aussi difficile fût-elle, se faisait le plus sentir. Ma première véritable percée est survenue 4 mois plus tard, lorsqu'une chaîne d'épicerie régionale a accepté de piloter mon système de culture dans l'un de ses magasins, créant un rayon de produits frais en interne qui ferait pousser de la laitue, des herbes et de petits légumes sous les yeux des clients. L'attrait marketing des produits sans transport, combiné à la réduction significative de la consommation d'eau et à l'élimination des pesticides, a créé un argument commercial convaincant. L'installation a été présentée dans les nouvelles économiques locales, attirant l'attention sur Vertical Bloom et générant des demandes de restaurants et d'autres épiceries. 6 mois après la création de l'entreprise, nous avons embauché nos premiers employés à temps plein, une brillante ingénieure en mécanique nommée Léla, qui a aidé à affiner notre système d'irrigation, et un horticulteur nommé Ryan, qui a élargi la variété de plantes que notre système pouvait supporter. Occasionnellement, par l'intermédiaire de connaissances communes ou de parents éloignés, j'entendais des nouvelles de ma famille. Jacques et Amanda avaient acheté une luxueuse maison de ville à Lincoln Park grâce aux généreux acomptes de mes parents. Mon père avait reçu une promotion importante dans son entreprise. Ma mère présidait un autre gala de charité. Ces bribes de leur vie continue sans moi m'apportaient un mélange de tristesse et de soulagement, de voir que nous avancions tous sur nos chemins séparés. Certains parents bien intentionnés ont essayé de combler le fossé, m'invitant à des événements où mes parents seraient présents ou relayant des messages suggérant une réconciliation. Je suis resté ferme sur mes limites, expliquant que j'envisagerais de renouer le contact lorsque mes parents pourraient respecter mes choix et reconnaître la manière blessante dont ils avaient dénigré mon travail. Tu leur manques, m'a dit ma tante Suzanne lors d'une de ces conversations. Ils parlent de toi plus que tu ne le penses. C'est celle que je voulais qu'ils voient qui leur manque, ai-je répondu, pas celle que je suis réellement. Alors que Vertical Bloom achevait sa première année d'exploitation, nous avons atteint une étape inattendue, la rentabilité. C'était modeste, mais notre bilan affichait pour la première fois des chiffres noirs au lieu de rouges. Nous avions installé des systèmes dans 8 emplacements commerciaux et avions une liste d'attente de clients potentiels. Un groupe de restaurants de premier plan nous avait engagés pour construire un système de culture sur le toit pour leur concept de la ferme à la table, notre plus grand projet à ce jour. J'ai déménagé de mon studio à un petit mais charmant 2 pièces dans un quartier plus sûr, m'autorisant cette seule indulgence après des années de frugalité stricte. Ce n'était en rien comparable à la luxueuse maison de ville de Jacques, mais c'était la mienne, gagnée grâce à un travail auquel je croyais. Avec la stabilisation de l'entreprise, j'ai commencé à épargner de manière agressive pour un rêve qui se dessinait depuis mes jours avec grand-mère Eleanor, posséder une terre où je pourrais tester et affiner des systèmes de culture à plus grande échelle, non seulement des applications urbaines, mais des innovations qui pourraient être appliquées à l'agriculture traditionnelle pour réduire l'utilisation des ressources tout en maintenant la productivité. J'ai ouvert un compte d'épargne séparé, intitulé Fonds Ferme, et j'y ai versé 30% de mon modeste salaire chaque mois, ainsi que tous les frais de consultation supplémentaires que je gagnais. Le solde a augmenté lentement mais régulièrement, à mesure que Vertical Bloom continuait de se développer. À la fin de notre 2e année, nous comptions 16 employés et avions ouvert une plus grande usine de production où nous fabriquions nos systèmes de culture brevetés. Un article dans un magazine national sur le développement durable a attiré l'attention de clients potentiels plus importants, notamment une chaîne hôtelière intéressée par des jardins sur les toits et un district scolaire cherchant à mettre en œuvre des systèmes de culture éducatifs. Marcus m'a présenté à d'autres investisseurs intéressés par notre tour de financement de série A, ce qui nous a permis d'étendre davantage nos opérations et de développer de nouvelles gammes de produits. Ma participation initiale de 20% dans l'entreprise a été diluée avec le nouvel investissement, mais la valorisation globale avait augmenté si significativement que ma valeur nette sur le papier approchait maintenant les 7 chiffres, un fait qui aurait choqué mes parents s'ils l'avaient su. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu les limites que j'avais établies. Lorsqu'une invitation de mariage est arrivée pour la cérémonie d'un cousin où mes parents seraient présents, j'ai envoyé un cadeau généreux mais j'ai refusé d'y assister. Lorsque Jacques a laissé un message vocal sur mon téléphone professionnel, le seul numéro où il pouvait me joindre à propos d'un problème de santé familiale concernant notre mère, qui s'est avérée mineure, j'ai répondu par un bref courriel exprimant mon inquiétude, mais j'ai gardé mes distances. À l'approche du 2e anniversaire de ma décision de couper les ponts, le Fonds Ferme avait atteint un acompte respectable pour le type de propriété que j'envisageais. J'ai commencé à travailler avec un agent immobilier spécialisé dans les propriétés agricoles à distance de trajet de Chicago, cherchant la bonne combinaison de bon sol,
de structures existantes et de proximité de la ville où nos opérations commerciales resteraient. Après avoir visité une douzaine de propriétés qui n'étaient pas tout à fait adaptées, l'agent a appelé avec enthousiasme à propos d'une nouvelle annonce. 40 acres viennent d'être mis en vente dans le comté de MC Henry. Il y a une vieille ferme qui a besoin de travaux, une grande grange en assez bon état et une parfaite exposition sud pour vos champs d'essai. Le propriétaire est motivé pour vendre rapidement. La propriété se situait dans la fourchette supérieure de mon budget, nécessitant chaque centime de mes économies, plus une hypothèque qui mettrait mes finances à rude épreuve. Mais dès l'instant où j'ai remonté la longue allée de gravier, j'ai su que c'était exactement ce pourquoi j'avais travaillé. La ferme des années 1920 avait de bonnes bases malgré son intérieur démodé, la grange offrirait un espace amplement suffisant pour l'équipement et les premiers essais de culture, et les champs légèrement vallonnés offraient des conditions parfaites pour des tests comparatifs de différentes méthodes agricoles. J'ai soumis une offre le jour même, et après de brèves négociations, elle a été acceptée. 60 jours plus tard, je suis devenu propriétaire de 40 acres de possibilités, la manifestation physique du chemin que j'avais choisi malgré la désapprobation de ma famille. Le jour où j'ai reçu les clés, je me tenais au centre de ce qui allait devenir mon premier champ d'essai, le soleil de fin d'après-midi réchauffant mon visage alors que je contemplais la terre qui était désormais la mienne. À ce moment-là, j'ai fortement ressenti la présence de grand-mère Éléanore, comme si elle se tenait à mes côtés, hochant la tête en signe d'approbation des graines que je me préparais à planter, au sens propre comme au figuré. 2 ans après avoir coupé les ponts avec mes parents, Vertical Bloom était devenu un nom respecté dans la technologie de l'agriculture durable. Nous employions 15 personnes à temps plein, avions des systèmes installés dans 3 États et étions en pourparlers avec une chaîne hôtelière internationale pour mettre en œuvre nos systèmes de culture dans leurs propriétés à travers le monde. Le succès de l'entreprise m'avait apporté une stabilité financière que je n'aurais jamais cru possible au départ. Mais ma plus grande joie venait de la propriété agricole que j'appelais maintenant ma maison. En 6 mois de soirées et de week-ends, avec l'aide d'amis et de collègues, j'avais rénové la ferme en un espace de vie confortable, qui conservait son caractère historique tout en ajoutant des commodités modernes. La grange avait été transformée en un atelier et un espace de recherche combiné, où nous testions de nouveaux prototypes de systèmes de culture avant de les mettre en œuvre commercialement. Les 5 premiers acres de champs étaient désormais consacrés à des essais de culture comparatifs, avec des méthodes traditionnelles aux côtés de diverses approches durables, méticuleusement documentées pour quantifier les différences d'utilisation des ressources et de rendement. Le jour du déménagement avait été un effort communautaire, ma grande amie Zoé organisant un groupe d'amis pour aider à transporter les meubles et les cartons de mon appartement à la ferme. Au coucher du soleil, nous étions assis sur le large porche avant avec des pizzas et de la bière, célébrant cette étape qui représentait non seulement un changement d'adresse, mais l'aboutissement d'une vision qui m'avait soutenu pendant des années de mépris et de doute. À Candy, apportait un toast Zoé en levant sa bouteille, qui savait exactement ce qu'elle voulait et n'a jamais baissé les bras, même lorsque les personnes qui auraient dû la soutenir le plus ne voyaient pas sa vision. Les mots ont fait monter des larmes inattendues à mes yeux, une reconnaissance à la fois de l'accomplissement et de l'absence familiale qui me faisait encore mal, malgré ma satisfaction professionnelle. Ces amis étaient devenus ma famille de choix, soutenant mes rêves sans en remettre en question la valeur. Mais l'espace vide où la famille biologique aurait dû être resté une tristesse silencieuse avec laquelle j'avais appris à vivre. L'univers a un étrange sens du timing et de l'ironie. Le lendemain même, alors que je déballais des cartons dans ma nouvelle cuisine, j'ai entendu un véhicule remonter la longue allée. Pensant que c'était un des amis qui avait aidé au déménagement, revenant avec un objet oublié, je suis sorti sur le porche, pour me figer à la vue d'un SUV de luxe familier que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Le véhicule de Jacques a ralenti jusqu'à s'arrêter, et j'ai regardé mon frère et sa femme, Amanda, me fixer à travers le pare-brise, moi, debout sur le porche de la ferme rénovée. Leurs expressions sont passées de la confusion à la surprise en découvrant l'étendue de la propriété qui s'étendait derrière moi. Jacques a baissé sa vitre. « Candy ? C'est toi. » « Jacques, ai-je reconnu, ma voix soigneusement neutre. »« C'est inattendu. » Il est sorti de la voiture lentement, regardant autour de lui la propriété avec un étonnement évident. Nous revenions de chez les parents d'Amanda dans le Wisconsin et avons pris la route panoramique. J'ai vu le panneau Vertical Bloom au bout de l'allée et je n'en revenais pas. « C'est à toi. »« Oui, » ai-je dit simplement. « Tous les 40 acres. » Amanda l'a rejoint, élégante comme toujours, dans une tenue décontractée de créateur qui semblait déplacée sur l'allée de gravier. « C'est magnifique », a-t-elle offert, semblant sincère malgré sa surprise évidente. « La maison est charmante. » Un silence gênant s'est installé entre nous,
2 ans sans contact créant un gouffre plus large que la distance physique qui nous séparait sur l'allée. Finalement, j'ai soupiré et j'ai fait un geste vers la maison. Voulez-vous entrer? Je viens de faire du café. Ils m'ont suivi à l'intérieur, leurs chaussures de créateur semblant déplacées sur les planchers de bois franc restaurés. Je leur ai fait une brève visite du rez-de-chaussée, expliquant les rénovations que nous avions terminées et les plans pour les espaces restants. Tu as fait tout ça toi-même? A demandé Jacques, une curiosité sincère dans la voix en examinant le plafond à poutres apparentes que nous avions découvert lors de la rénovation. Avec l'aide d'amis. Les fondations étaient bonnes, mais il fallait juste moderniser. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine avec du café, la conversation guindée et prudente. Jacques a expliqué qu'ils avaient rendu visite aux parents d'Amanda pour le week-end et prenaient une route alternative pour rentrer en ville afin d'éviter les travaux sur l'autoroute. J'ai failli ne pas tourner quand j'ai vu le panneau, a-t-il admis. Je n'étais pas sûr que tu veuilles me voir. Je ne suis pas sûr non plus, ai-je dit honnêtement. Mais vous êtes là maintenant. Jacques a baissé les yeux sur sa tasse de café. J'ai pensé à te contacter tellement de fois après ce qui s'est passé. Les choses que papa a dites. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû, ai-je convenu sans rancune. Mais nous avons tous fait nos choix. Je ne savais pas que tu avais créé ta propre entreprise, a-t-il poursuivi. Ou qu'elle marchait assez bien pour ça. Il a fait un geste vers la maison et la propriété visible par les fenêtres. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ma vie, Jacques. C'était une partie du problème. Il a hoché la tête lentement. Je le sais maintenant. En fait, je suis les progrès de ton entreprise depuis 1 an. Un de nos clients a investi dans des startups de technologie agricole, et ton nom est apparu lors d'une réunion. Je n'arrivais pas à croire que c'était de ma petite sœur qu'il parlait comme de cette PDG innovante. La révélation m'a surprise. Tu n'as jamais contacté. Je ne savais pas quoi dire. Après être resté là sans rien faire pendant que papa te traitait d'échec, puis avoir accepté leur argent pour notre maison. J'avais honte. Candy, Amanda a touché son bras en signe de soutien. Jacques remet beaucoup de choses en question ces derniers temps. Son parcours professionnel, les choix que nous avons faits. L'expression de Jacques a confirmé ses paroles. Je suis bon dans mon travail, mais je ne l'aime pas comme tu aimes manifestement ce que tu fais. Chaque matin, je mets mon costume et je joue le rôle pour lequel papa m'a préparé. Et dernièrement, je me demande si je ne vis pas son rêve au lieu du mien. L'aveu était si inattendu que je n'ai pas su immédiatement comment réagir. Jacques avait toujours semblé parfaitement content de son rôle d'enfant prodige, acceptant les attentes et les récompenses qui accompagnaient le suivi du plan de vie approuvé par nos parents. Que ferais-tu à la place, ai-je finalement demandé. Il a haussé les épaules, l'air soudain plus jeune et moins sûr de lui que le cadre financier confiant que j'avais l'habitude de voir. Je ne sais pas encore. Mais te voir construire quelque chose de significatif selon tes propres termes. Ça m'a fait réfléchir. Après avoir fini notre café, j'ai proposé de leur montrer le reste de la propriété. Nous avons traversé la grange aménagée avec ses systèmes de culture expérimentaux, nous sommes sortis vers les champs d'essai où différentes méthodes agricoles étaient comparées côte à côte, et enfin vers le petit verger que je restaurais avec des variétés de pommes anciennes. Tout au long de la visite, Jacques a posé des questions de plus en plus réfléchies sur l'entreprise, la technologie et ma vision pour l'avenir, non pas les questions dédaigneuses que notre père aurait posées sur les revenus et le retour sur investissement, mais un intérêt sincère pour le travail lui-même et son impact potentiel. En retournant à la maison, Jacques s'est arrêté au bord du potager, regardant la propriété. Papa avait tort à ton sujet, Candy. Tellement tort. Il s'est tourné pour me faire face directement. Tu n'es pas un échec. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici. Les mots que j'avais tant désiré entendre de mon père, venant plutôt de mon frère, ont provoqué une vague d'émotions inattendues. Avant que je puisse répondre, Jacques a sorti son téléphone. Papa doit voir ça. Il doit comprendre ce que tu as accompli. Un éclair de panique m'a traversé. Jacques, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les limites que j'ai fixées il y a 2 ans tiennent toujours. Mais Jacques était déjà en train de composer le numéro, mettant le téléphone sur haut-parleur alors qu'il sonnait. Notre père a répondu à la 3e sonnerie, sa voix familière me faisant sursauter après si longtemps. Jacques? Tout va bien? Tu ne rentres pas de chez les parents d'Amanda? Papa, tu dois voir ce que Candy a construit. La voix de Jacques était urgente, presque en colère.
Elle possède 40 acres dans le comté de MC Henry. Elle a bâti une entreprise prospère. Elle a des employés et des clients dans plusieurs États. Tout ce que tu as dit sur elle était faux. Le silence à l'autre bout du fil a duré plusieurs secondes. Tu es avec Candy? La voix de notre père avait perdu son assurance habituelle. Oui. Nous sommes passés par hasard devant sa propriété. Papa, toi et maman devez venir voir ça. Vous devez comprendre ce qu'elle fait. Une autre longue pause. Est-elle là? Puis-je lui parler? Jacques m'a regardé d'un air interrogateur. Après un moment d'hésitation, j'ai secoué la tête. Je n'étais pas prête pour cette conversation. Pas encore. Pas comme ça. Elle n'est pas disponible pour le moment, a dit Jacques, respectant ma décision. Mais, papa, je suis sérieux. Les choses que tu as dites ce soir-là. Tu avais tort. Candy ne gaspille pas son potentiel ou ne joue pas avec des plantes. Elle construit quelque chose d'important. Je vois, a dit notre père, son ton indéchiffrable. Eh bien, merci de me l'avoir fait savoir, mon fils. Ta mère et moi en discuterons. Après avoir raccroché, Jacques s'est tourné vers moi, l'air contrit. Je suis désolé si j'ai outrepassé mes droits. Je ne pouvais tout simplement pas le laisser continuer à penser que tu étais en difficulté ou que tu échouais, alors que la réalité est si différente. Je ne savais pas trop quoi penser de l'intervention de Jacques. Une partie de moi appréciait sa tentative de corriger les idées fausses de notre père, tandis qu'une autre partie se sentait protectrice de la vie que j'avais construite sans leur validation ni leur implication. C'est fait maintenant, ai-je dit finalement. Mais, Jacques, je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas construit ça pour prouver à papa qu'il avait tort ou pour montrer que je pouvais réussir selon ses termes. Je l'ai construit parce que ce travail a de l'importance pour moi, parce que je crois en ce que nous créons. Je sais, dit-il doucement. C'est ce qui le rend encore plus impressionnant. Tu l'as fait pour les bonnes raisons. Alors qu'il se préparait à partir, Jacques a demandé avec hésitation si nous pouvions rester en contact. Avoir une sœur m'a manqué, a-t-il admis, et j'aimerais en savoir plus sur ton travail si tu es d'accord pour le partager. La demande était sincère, et malgré les sentiments complexes que sa visite avait suscités, je me suis surprise à hocher la tête. J'aimerais bien. Mais, Jacques, je veux que tu respectes mes limites avec maman et papa. Si nous reconstruisons notre relation, elle doit être séparée d'eux pour le moment. Je comprends, m'a-t-il assuré. C'est entre nous. Alors que je regardais leur voiture disparaître au bout de l'allée, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. La reconnexion inattendue avec Jacques avait ouvert une porte que j'avais supposée rester fermée, tout en me rappelant tout ce que j'avais accompli par mes propres moyens, sans l'approbation ni le soutien que j'avais autrefois tant désiré de mes parents. Qu'ils en viennent un jour à comprendre ou à valoriser mes choix restait à voir. Mais debout sur le porche de ma ferme, regardant la terre qui représentait ma vision devenue réalité, je savais avec certitude que j'avais choisi le bon chemin pour moi-même, indépendamment de leur jugement. La semaine qui a suivi la visite inattendue de Jacques s'est déroulée dans un tourbillon d'activités normales. J'ai eu plusieurs réunions avec des clients potentiels, supervisé une nouvelle installation dans un restaurant du centre-ville et poursuivi le processus sans fin de déballage des cartons à la ferme. Si je vérifiais mon téléphone plus fréquemment que d'habitude, attendant peut-être un autre appel de Jacques ou même de mes parents, j'essayais de ne pas le reconnaître consciemment. 7 jours après la visite de Jacques, je suis rentré du bureau pour trouver une berline Mercedes noire garée dans mon allée. Mon estomac s'est instantanément noué en reconnaissant la voiture de mon père. Après 2 ans de séparation complète, mon frère et mes parents s'étaient tous deux présentés à ma porte en l'espace d'une semaine. Je suis resté assise dans mon camion pendant plusieurs minutes, rassemblant mon sang-froid et envisageant mes options. Je pouvais repartir, évitant complètement la confrontation. Je pouvais appeler et leur demander de partir. Ou je pouvais faire face à la conversation qu'ils étaient venus avoir, sur mon territoire et selon mes conditions. Prenant une profonde inspiration, j'ai choisi la 3e option, sortant de mon camion et marchant vers la maison où mes parents se tenaient maladroitement sur le porche. Ma mère avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, son apparence soigneusement entretenue montrant de subtils signes du passage du temps. Mon père se tenait, raide, à côté d'elle, son expression indéchiffrable derrière son masque habituel de sang-froid professionnel. Candy, a dit ma mère alors que je m'approchais, sa voix légèrement tremblante. Tu as l'air en forme. Que faites-vous ici, ai-je demandé directement, m'arrêtant au bas des marches du porche.
Mon père s'est raclé la gorge. Jacques nous a parlé de sa visite, de ta propriété et de ton entreprise. Nous voulions voir par nous-mêmes. 2 ans de silence, et maintenant vous débarquez à l'improviste? La blessure que je pensais avoir surmontée a refait surface de manière inattendue. Nous aurions dû appeler d'abord, a reconnu ma mère. Nous n'étions pas sûrs que tu accepterais de nous voir. Elle n'avait pas tort. S'ils avaient appelé à l'avance, j'aurais probablement refusé la visite, ne me sentant pas prête pour le jugement ou l'approbation conditionnelle qu'ils pourraient offrir. Eh bien, vous êtes là maintenant, ai-je dit, reprenant les mots que j'avais utilisés avec Jacques. J'ai déverrouillé la porte, mais je ne les ai pas immédiatement invités à entrer. Pourquoi êtes-vous venu exactement? Mon père a fait un geste vers la propriété qui nous entourait. Pour voir ce que tu as construit. Jacques a été très catégorique sur le fait que nous avions une fausse impression de ta situation. La formulation prudente était typique de mon père, évitant toute admission directe d'erreur ou d'excuse. Pourtant, le fait qu'ils aient fait le trajet jusqu'ici représentait un pas que je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent. Très bien, ai-je dit en ouvrant la porte. Je vous fais visiter, et ensuite nous pourrons parler. Contrairement à la visite de Jacques, qui avait été marquée par la gêne de l'éloignement mais pas par le poids de la blessure directe, montrer ma maison et mon travail à mes parents était à la fois une revanche et une vulnérabilité. Alors que nous traversions la maison, ma mère a commenté le charme des éléments d'origine que nous avions conservés et les rénovations de bon goût, son œil de décoratrice d'intérieur notant des détails que la plupart auraient manqué. Tu as fait un travail magnifique avec la rénovation, a-t-elle dit, semblant sincère dans son approbation. L'espace a tellement de caractère. Mon père est resté largement silencieux jusqu'à ce que nous arrivions à mon bureau, où des articles de presse encadrés sur Vertical Bloom tapissaient un mur, à côté de dessins techniques de nos systèmes de culture. Ton frère a mentionné que vous aviez des systèmes dans 3 États, dit-il en étudiant les documents. Combien d'employés ton entreprise a-t-elle maintenant? 15 à temps plein, plus des sous-traitants pour les installations, ai-je répondu, observant son expression alors qu'il assimilait cette information. Dans l'atelier de la grange, j'ai expliqué nos dernières innovations en matière de récupération de l'eau et d'apport en nutriments, les aspects techniques de l'entreprise qui se traduisaient par des améliorations mesurables de l'efficacité pour nos clients. Pour la première fois, j'ai vu l'intérêt professionnel de mon père s'éveiller alors qu'il posait des questions sur l'évolutivité et la protection par brevet. Alors que nous marchions dans les champs d'essai, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur les sections soigneusement tracées, ma mère a posé des questions sur les différentes cultures que nous faisions et pourquoi certaines méthodes étaient placées côte à côte. Nous comparons la consommation d'eau, le rendement et la densité nutritionnelle entre les méthodes traditionnelles et nos approches modifiées, ai-je expliqué en désignant les systèmes d'irrigation et les stations de surveillance. Les données aident à affiner nos systèmes commerciaux et fournissent des études de cas pour les clients potentiels. À la fin de la visite, la tension était passée d'hostile à simplement inconfortable. De retour à la maison, j'ai offert du café, plus par politesse innée que par véritable hospitalité, et nous nous sommes installés à la table de la cuisine pour la conversation que j'avais à la fois anticipée et redoutée depuis 2 ans. Ton exploitation est impressionnante, Candy, a commencé mon père, son ton suggérant qu'il évaluait une présentation commerciale plutôt qu'il ne renouait avec sa fille. Clairement plus substantielle que ce que nous pensions. C'est parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu d'un ton égal. Vous avez décidé que mon travail n'avait pas de valeur parce qu'il ne correspondait pas à votre définition du succès. Ma mère a posé sa main sur le bras de mon père, un geste que je reconnaissais d'innombrables discussions familiales où elle essayait d'adoucir son approche. Nous étions inquiets pour ta sécurité financière, a-t-elle offert. Nous ne comprenions pas que tu étais en train de construire quelque chose avec un tel potentiel. Le choix prudent de potentiel plutôt que de reconnaître la réussite réelle n'est pas passé inaperçu. Même maintenant, il mesurait mon travail à ses perspectives financières plutôt qu'à sa valeur intrinsèque ou à ma passion pour celui-ci. Mon travail avait de la valeur même quand je gagnais $28 000 par an chez Urban Harvest, ai-je dit fermement. L'impact de ce que je fais ne commence ni ne se termine avec un bilan comptable. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Peut-être avons-nous trop mis l'accent sur les mesures conventionnelles du succès, a-t-il concédé, la chose la plus proche d'une admission d'erreur que j'ai jamais entendue de sa part. Ton frère était très contrarié contre nous après avoir vu ton exploitation. Il a dit que nous avions été injustes dans notre évaluation. Il a dit que tu étais un échec, a dit ma mère doucement, baissant les yeux sur sa tasse de café. Ce sont ses mots exacts, Candy, et nous ne l'avons pas corrigé. C'était une erreur.
La reconnaissance directe des mots qui m'avaient poussé à couper les ponts m'a prise au dépourvu. Je m'attendais à une dérobade ou à une minimisation, pas à cette référence directe au point de rupture douloureux. Oui, c'était une erreur, ai-je convenu en la regardant dans les yeux. C'était l'aboutissement d'années de mépris et de déception parce que j'ai choisi un chemin différent de celui que vous aviez prescrit. La mâchoire de mon père s'est crispée, son instinct de se défendre visiblement en guerre avec le but qui les avait amenés ici. Nous voulions la sécurité pour toi, a-t-il finalement dit, le genre de sécurité que nous avons fourni à Jacques avec l'acompte pour la maison. La mention du cadeau de 230 000 $ qui avait été la goutte d'eau est restée en suspens entre nous. J'ai pris une profonde inspiration, déterminé à y faire face directement. Cette nuit-là, il est devenu très clair où je me situais dans la hiérarchie familiale, ai-je dit. Ce n'était pas seulement l'argent, bien que cette disparité fût certainement frappante. C'était de m'entendre qualifier d'échec, après des années de travail vers des objectifs que vous n'aviez jamais pris la peine de comprendre ou de valoriser. Nous aurions dû soutenir tes choix, a dit ma mère, me surprenant par la franchise de son aveu, même si nous ne les comprenions pas entièrement. C'est ce que les parents sont censés faire. Mon père a regardé par la fenêtre vers les champs, où la preuve de ma vision prenait forme physique. J'ai bâti ma carrière dans un monde où le succès avait des indicateurs clairs, a-t-il dit lentement. Marge bénéficiaire, croissance des actifs, retour sur investissement mesurable. J'ai appliqué les mêmes indicateurs au choix de mes enfants, sans considérer que différents domaines fonctionnent selon différentes mesures de valeur. C'était peut-être l'aperçu le plus profond qu'il ait jamais offert de sa perspective, une reconnaissance, aussi limitée soit-elle, que son cadre n'était pas le seul valable. Ton travail ici, a-t-il fait un geste vers la propriété visible par les fenêtres, à ses propres indicateurs. Amélioration de la durabilité, conservation des ressources, innovation qui répondent à de vrais problèmes. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je n'avais pas le bon vocabulaire pour évaluer ce que tu étais en train de construire, alors je l'ai rejeté. C'était une vue à court terme de ma part. De la part de mon père, cette reconnaissance qualifiée était significative, peut-être la chose la plus proche d'une excuse que sa fierté lui permettrait. Ma mère a tendu la main sur la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. Tu nous as manqué, Candy. Découvrir grâce à Jacques que tu as bâti tout ça alors que nous étions complètement absents de ta vie. Ça nous a fait réaliser à quel point nous avons perdu à cause de notre propre étroitesse d'esprit. La sincérité de sa voix a percé les murs protecteurs que j'avais érigés. Vous m'avez manqué aussi, ai-je admis. Mais je ne pouvais pas continuer à me soumettre à une désapprobation et un mépris constant. Ça me détruisait. Et le fait que nous t'ayons poussé à couper complètement les ponts devrait nous dire quelque chose sur à quel point nous avons échoué en tant que parents, a dit ma mère, avec une franchise inhabituelle pour sa nature peu encline au conflit. Mon père s'est raclé la gorge. Si nous devions réessayer, à quoi cela ressemblerait-il de ton point de vue? La question m'a surprise. Je m'attendais peut-être à une reconnaissance à contre-cœur de mes réalisations, mais pas à cette timide avancée vers la reconstruction d'une relation. Il faudrait un réel respect pour mes choix et mon travail, ai-je dit après un moment de réflexion. Pas seulement parce que l'entreprise est prospère maintenant, mais parce que le travail lui-même a de la valeur. Et cela signifierait reconnaître la blessure causée par des années de comparaison défavorable avec Jacques et de mépris pour mon parcours. Mon père a hoché la tête lentement. Cela semble raisonnable. Alors qu'il se préparait à partir une heure plus tard, la conversation ayant abordé des sujets douloureux mais n'ayant abouti à aucune résolution définitive, mon père s'est arrêté à la porte. Ta grand-mère serait fière de ce que tu as construit ici, a-t-il dit de manière inattendue. Elle a toujours dit que tu avais un lien spécial avec la terre. J'aurais dû l'écouter plus attentivement. La mention de grand-mère Éléanore, la reconnaissance de son influence qu'il avait précédemment rejetée, a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. J'ai simplement hoché la tête, ne me sentant pas capable de parler. Après leur départ, je me suis assise sur les marches du porche, regardant le coucher de soleil colorer le ciel au-dessus de mes champs, digérant cette visite inattendue et ses implications. La relation restait fragile, la blessure pas entièrement guérie, mais une porte s'était ouverte, que j'avais cru fermer à jamais. Jacques a appelé ce soir-là pour prendre des nouvelles, ayant appris de nos parents leur visite. Ils étaient plutôt silencieux après coup, a-t-il rapporté. Mais papa a mentionné que ton modèle économique était plus sophistiqué que prévu, ce qui, venant de lui, est pratiquement un éloge dithyrambique. J'ai ri malgré moi. Des petits pas, je suppose. Est-ce que ça te va qu'il te contacte, a-t-il demandé.
Je me sens responsable, puisque c'est moi qui ai provoqué ça en appelant papa de chez toi. Je suis en train de digérer, ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi est contente qu'ils aient fait l'effort de voir ce que j'ai construit. Une autre partie a peur d'être à nouveau blessée si leur nouveau respect est conditionné par ma réussite financière plutôt que par la valeur du travail lui-même. C'est juste, a reconnu Jacques. Pour ce que ça vaut, je pense que voir ta propriété en personne les a vraiment affectés. C'est une chose d'entendre parler de ton entreprise, c'en est une autre de voir la manifestation physique de ta vision. Ça l'a rendu réel d'une manière que les mots ne pouvaient pas. En terminant l'appel, j'ai réalisé que, bien que la visite n'ait pas apporté la résolution nette d'un drame familial télévisé, elle avait entamé un processus de réévaluation et de guérison potentielle qui se déroulerait à son propre rythme, avec des limites que je me sentais désormais capable de maintenir. 6 mois après la visite inattendue de mes parents à la ferme, le paysage, tant au sens propre qu'au sens figuré, avait considérablement changé. Le printemps avait transformé les champs d'essai en une tapisserie verdoyante, des cultures expérimentales prospérant sous diverses méthodes de culture que nous évaluions. La ferme était devenue non seulement ma maison, mais un laboratoire vivant où Vertical Bloom testait des innovations avant de les mettre en œuvre pour les clients. La relation avec ma famille avait également commencé à prendre une nouvelle forme, une croissance prudente remplaçant le silence stérile des 2 années précédentes. Jacques et moi avions rétabli un contact régulier, il visitait la ferme tous les mois, s'intéressant sincèrement à l'entreprise et apportant occasionnellement son expertise financière aux stratégies de croissance. Tu sais, a-t-il dit lors d'une de ses visites, en m'aidant à installer du matériel de surveillance sur une nouvelle parcelle d'essai, je ne m'attendais pas à aimer me salir les mains comme ça. Papa aurait une crise cardiaque en voyant son fils banquier d'affaires faire du travail manuel dans une ferme. Le commentaire a révélé à quel point Jacques lui-même était en train de changer, trouvant satisfaction dans des activités en dehors de la définition étroite du succès avec laquelle nous avions été élevés. Il avait récemment réduit ses heures de travail à 4 jours par semaine, utilisant le temps supplémentaire pour explorer des intérêts longtemps réprimés sous les attentes professionnelles. Ma relation avec mes parents évoluait plus lentement, avec des pas prudents des 2 côtés. Nous avions établi un appel téléphonique mensuel, un peu formel au début, mais devenant progressivement plus naturel. Ma mère avait visité la ferme 2 fois de plus, apportant à chaque fois quelque chose pour la maison, une offrande de paix dans le langage de la décoration qu'elle comprenait le mieux. Mon père restait plus réservé, mais faisait des efforts à sa manière, en m'envoyant des articles sur la technologie agricole ou les initiatives de durabilité qu'il rencontrait dans son travail. C'était sa méthode pour démontrer qu'il prêtait désormais attention à un domaine qu'il avait précédemment rejeté, essayant de comprendre mon monde selon ses propres termes. Le test le plus significatif de notre nouvelle dynamique fragile est venu avec une invitation à dîner à la ferme. Après mûre réflexion, j'avais décidé qu'il était temps de tenter une réunion de famille sur mon territoire, là où je me sentais le plus en sécurité et en confiance. La soirée est arrivée avec un temps parfait de début d'automne, une douce brise transportant l'odeur des pommes mûrissantes du verger. J'avais préparé un repas à base de produits de la ferme, une démonstration tangible de l'abondance qui pouvait être créée par des méthodes durables. Jacques et Amanda sont arrivés les premiers, apportant du vin et une familiarité aisée avec l'endroit, grâce à leurs visites régulières. Mes parents ont suivi peu de temps après, ma mère portant un album photo que je ne reconnaissais pas. La conversation au dîner est restée principalement anodine, se concentrant sur les récentes vacances de Jacques et Amanda et sur des nouvelles de membres de la famille élargie. Alors que nous passions sur le porche pour le café après le repas, ma mère m'a tendu l'album qu'elle avait apporté. J'ai regardé de vieilles photographies, a-t-elle expliqué. J'ai réalisé que nous avons si peu de tes réalisations par rapport à celles de Jacques. Toutes ces foires scientifiques et ces projets que nous n'avons pas entièrement documentés. L'album contenait les photos qu'elle avait réussi à trouver de mes premiers projets environnementaux, de mes récompenses scolaires et même de récents articles de presse sur Vertical Bloom qu'elle avait collectés à mon insu. L'effort de reconnaître mon parcours, bien que tardif, était touchant dans sa sincérité. Merci, ai-je dit simplement, reconnaissant le geste pour ce qu'il était, une tentative de réécrire le récit d'indifférence qui avait caractérisé leur réponse à mes réalisations. Au fil de la soirée, mon père s'est raclé la gorge de la manière délibérée qui signalait qu'il avait quelque chose d'important à dire. Candy, ta mère et moi avons discuté de quelque chose que nous aimerions proposer. Je me suis légèrement tendu, ne sachant pas à quoi m'attendre. Nous avons réfléchi à la disparité dans la manière dont nous vous avons soutenu financièrement, toi et Jacques, a-t-il poursuivi avec précaution. La compte pour la maison qui est devenue un point de rupture entre nous. Jacques s'est agité,
mal à l'aise sur sa chaise, portant encore une certaine culpabilité quant à son rôle dans la fracture familiale. Nous aimerions te faire un don équivalent, a dit mon père. 230 000 $, à utiliser comme tu le jugeras bon, pour l'entreprise, pour la ferme ou pour toi personnellement. L'offre est restée en suspens dans l'air entre nous. Il y a 2 ans, une telle validation financière aurait tout signifié. Maintenant, ayant bâti mon succès sans leur soutien, j'ai trouvé qu'elle avait une signification différente. J'apprécie le geste, ai-je dit après un moment de réflexion, mais je n'ai pas besoin de l'argent personnellement, et l'entreprise se porte bien par ses propres moyens. L'expression de mon père s'est légèrement affaissée, le rejet de sa tentative d'équité le décevant clairement. Cependant, ai-je poursuivi, j'ai une suggestion sur la manière dont cet argent pourrait faire une différence d'une manière qui serait significative pour moi. J'ai expliqué mon idée de créer un fonds de bourse d'études pour les jeunes femmes poursuivant des diplômes en agriculture durable et en sciences de l'environnement, en particulier celles qui font face à des pressions familiales pour choisir des voies plus traditionnelles. Nous pourrions l'établir au nom de grand-mère Eleanor, ai-je suggéré, en soutenant des étudiantes qui, comme moi, voient de la valeur dans un travail que d'autres pourraient ne pas comprendre immédiatement. La mention de ma grand-mère, dont les encouragements précoces avaient été si cruciaux pour mon parcours, a visiblement ému mon père. Elle aurait beaucoup aimé ça, a-t-il dit doucement. Elle a toujours cru que l'éducation devait ouvrir des portes plutôt que de restreindre les options. Au cours des semaines suivantes, nous avons travaillé ensemble pour créer la bourse Eleanor Henderson pour l'innovation en agriculture durable. Le processus de collaboration sur quelque chose de significatif a commencé à guérir des blessures qu'une simple restitution financière n'aurait pas pu penser, créant un objectif commun qui reconnaissait à la fois la blessure passée et la possibilité d'un avenir différent. À l'approche du premier anniversaire de notre confrontation, j'ai invité ma famille à une petite réunion à la ferme pour célébrer à la fois le lancement du fonds de bourse et le champ de culture de démonstration, qui était désormais pleinement opérationnel, fournissant des données pour notre prochaine génération de systèmes commerciaux. Debout ensemble, au bord du champ, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'un orange et d'un or brillant, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qui n'avait rien à voir avec l'obtention d'une approbation, et tout à voir avec le fait de rester fermement ancré dans ma propre vérité, tout en laissant de l'espace aux relations pour évoluer. Je n'aurais jamais imaginé ça, a dit mon père en désignant les cultures florissantes et les stations de surveillance. Quand tu as parlé pour la première fois de sciences de l'environnement, j'imaginais quelque chose d'abstrait, de théorique. Pas cette innovation pratique avec des résultats tangibles. C'était une partie du problème, ai-je répondu sans amertume. Vous ne pouviez pas valoriser ce que vous ne pouviez pas imaginer. Il a hoché la tête, songeur. J'ai mesuré le succès selon les normes que je comprenais. Cela a limité ma capacité à voir d'autres formes d'accomplissement significatifs. Ma mère a passé son bras sous le mien, un geste d'affection qui aurait semblé impossible pendant les années de désapprobation tendue. Nous apprenons, a-t-elle dit simplement. Et ils le faisaient, à leur manière et à leur rythme. La relation ne serait jamais simple, les années de mépris et de blessures laissant des marques que le temps pourrait estomper, mais jamais effacer complètement. Pourtant, il y avait une croissance sincère de toutes parts, une volonté d'élargir les définitions et les attentes qui laissaient place à une connexion authentique. Jacques avait peut-être le plus changé, remettant visiblement en question le chemin qu'il avait si docilement suivi et trouvant satisfaction dans des activités et des intérêts en dehors de la bande étroite des occupations acceptables avec lesquelles nous avions été élevés. Il avait récemment rejoint le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif axée sur la sécurité alimentaire urbaine, apportant son expertise financière à une organisation alignée sur des valeurs qu'il avait découvertes en renouant avec moi. Tu sais ce qui est ironique, a-t-il dit alors que nous rentrions ensemble à la maison. Suivre le plan familial approuvé était censé apporter sécurité et bonheur, mais je ne me suis jamais senti aussi épanoui que depuis que j'ai commencé à le remettre en question. Te voir construire cette vie selon tes propres termes m'a donné la permission d'examiner mes propres choix. Mon entreprise a continué de prospérer, s'étendant à de nouveaux marchés et développant des systèmes de culture de plus en plus sophistiqués pour divers environnements. La ferme de démonstration est devenue une destination pour les étudiants en agriculture et les professionnels du développement durable, une vitrine vivante de l'innovation qui attirait des visiteurs de tout le pays. Plus significatif que le succès professionnel, cependant, était la paix intérieure qui venait du fait de vivre de manière authentique. La validation que j'avais autrefois désespérément cherchée auprès de ma famille était devenue secondaire par rapport à la satisfaction de créer un travail aligné sur mes valeurs. Lorsque leur respect est finalement venu, il a été bienvenu, mais plus essentiel à mon sentiment de valeur. Debout dans mes champs,
alors que la dernière lumière du jour peignait le ciel, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait mené ici. La douleur du rejet avait été réelle et profonde. Mais elle avait aussi été le catalyseur pour construire une vie entièrement selon mes propres termes, sans être contrainte par la vision limitée des autres de ce que le succès devrait être. Certaines blessures pourraient ne jamais guérir complètement. Certains schémas d'interaction familiale pourraient toujours nécessiter un effort conscient pour être gérés. Mais le chemin authentique que j'avais choisi avait finalement créé la possibilité de connexions plus sincères, basées sur qui nous étions vraiment, plutôt que sur qui nous étions censés être. La plus grande leçon n'était pas que j'avais prouvé à mes parents qu'ils avaient tort ou que le succès avait justifié mes choix. C'était que définir le succès selon mes propres termes, rester fermement ancré dans ma vérité, même si cela signifiait marcher seul pendant un certain temps, avait créé le fondement d'une vie d'intégrité et de but, qu'aucune validation extérieure ne pouvait fournir. Avez-vous déjà dû choisir entre les attentes familiales et votre propre chemin authentique? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes que nous aimons le plus. Mais rester fidèle à sa vérité peut conduire à une croissance inattendue pour toutes les personnes impliquées. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus de parcours de vie réels et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour suivre son propre chemin, même lorsque ce n'est pas celui que les autres ont tracé pour lui. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage, et souvenez-vous que le succès ne se mesure pas à l'approbation des autres, mais à l'alignement entre vos actions et vos valeurs les plus profondes.